Salut la machine! J'espère que tu es super au top parce que moi je suis au super top. Et aujourd'hui nous allons travailler sur la zone de subduction à travers un méga giga schéma bilan. Vous êtes prêts? C'est parti! Dans cette vidéo, à travers la construction d'un super méga giga schéma bilan, nous allons voir ce qu'il se passe au niveau de la subduction et comment cela permet l'accrétion. L'accrétion, c'est la mise en place de nouvelles lithosphères. On a vu l'accrétion océanique, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous allons traiter l'accrétion continentale et nous verrons qu'elle a un lien avec la subduction, c'est-à-dire l'enfoncement d'une lithosphère océanique froide et dense dans une asténosphère moins dense située sous une lithosphère océanique ou continentale. Et pour raconter cette histoire, commençons par le commencement. Que savons-nous des dorsales et de leur mode de fonctionnement? Nous avons vu qu'une dorsale correspondait à une zone de divergence et qu'à ce niveau, nous avions un écartement qui permettait la remontée d'un diapyre mantélique à l'origine d'un magmatisme suite à une fusion partielle de sa roche, la péridotite. Vous vous souvenez? Ce super schéma un petit peu compliqué. Bref, en gros, ça monte, ça fond en partie. Le liquide monte, arrive, contact, froid, cristallisation, pluie de cristaux, dépôt de cristaux, ça s'étire, ça s'affine, pouf, ça tombe sous son poids. Bref, avec l'étirement, combiné la cristallisation, on fabrique de la croûte. Et comme dessous, il reste une roche péridotite résiduelle, la lasburgite, le tout forme un bloc rigide qui s'écarte. Nous avons vu qu'avec l'éloignement de la dorsale, la croûte océanique s'enfonce, et l'épaisseur de péridotite mantélique augmente. Pourquoi? Parce que l'isotherme 1300 degrés reprend sa position initiale, car dans cette zone-là, il n'y a plus de source de chaleur comme sous la dorsale. Au fur et à mesure que les basaltes et les gabbros s'éloignent de la dorsale, ils refroidissent. Leur densité est en moyenne de 2,9. Ils refroidissent parce qu'ils s'éloignent de la source de chaleur, mais également parce qu'ils subissent un hydrothermalisme. Dans ce cas, les conditions de pression et de température changent, et certains minéraux ne sont plus stables. Et comme ils ne sont plus stables, ils vont réagir. Prenez l'exemple de deux minéraux, A et B, à des pressions et des températures stables. Les minéraux sont stables. Si vous changez les conditions de pression-température, peut-être que B ne sera plus stable, et à ce moment-là, B va interagir avec A pour se réorganiser et construire un minéral C qui sera beaucoup plus stable dans les nouvelles conditions de pression-température. C'est ce qu'il s'est donc passé pour le pyroxène et le plagioclase. Lors du refroidissement, en intégrant de l'eau, ils ont créé un nouveau minéral qui s'appelle la hornblende. Cela s'observe très nettement si on étudie les formules chimiques des deux minéraux. On s'aperçoit que les deux premiers ne contiennent pas d'eau, alors que la hornblende, oui. Il y a donc eu métamorphisme par assimilation d'eau et diminution de température. Nous obtenons donc ce qu'on appelle un métagabbro, un gabbro métamorphisé, qui contient de la hornblende et dont la densité est légèrement supérieure à celle du gabbro classique. La lithosphère, en s'éloignant de la dorsale, subit un trajet hydratant, puisqu'elle assimile de l'eau, avec une température qui diminue, mais une pression constante. Arrivé à une certaine distance, la température aura suffisamment refroidi pour atteindre environ les 200 degrés, et nous allons observer un deuxième épisode de métamorphisme hydrothermal avec réaction entre le plagioclase et la hornblende pour former de la chlorite et de l'actinote. Ces amphiboles de couleur verte se repèrent très bien au niveau de la roche. Nous avons atteint le stade du métagabbro du faciès des schistes verts. Cette densité est encore un peu plus augmentée. Ainsi, lors de ce trajet, vous voyez que la densité globale de la lithosphère ne fait qu'augmenter. Et il arrive un moment où la densité de la lithosphère est supérieure à celle de la sténosphère. Et elle pourrait être capable de plonger dans la sténosphère si elle est contrainte par un mouvement de compression. Car en effet, vu la continuité de la lithosphère encore chaude peut jouer le rôle de flotteur et retenir la lithosphère refroidie. Cependant, s'il y a un phénomène de compression, on va déstabiliser l'ensemble et la lithosphère océanique froide va plonger. Tout au long de son trajet, la lithosphère a récupéré des sédiments apportés par l'érosion. Il y a donc deux raisons qui font plonger la lithosphère océanique, l'augmentation de sa densité et la rencontre avec une lithosphère qui arrive en sens inverse, en l'occurrence un régime compressif. Ce qui veut dire que jusqu'à présent, si notre lithosphère avait un trajet hydratant à pression constante et température qui diminue, vu qu'elle s'enfonce, elle va rentrer dans un trajet de subduction où la pression va augmenter ainsi que la température. Et là, nous sommes de nouveau dans le cas où des minéraux ne supportent pas l'augmentation de pression et de température et nous allons avoir la chlorite et l'actinote qui vont réagir ensemble pour donner du glaucophane. La création de cet amphibole bleu s'associe à une libération d'eau contenue jusqu'à présent dans la chlorite et l'actinote. Mais voilà, la lithosphère continue de s'enfoncer et le glaucophane arrivera à une certaine profondeur qu'il ne pourra plus supporter. Et s'il contient encore un petit peu d'eau, il va la perdre et il va former de la jadéite et du grenat. Les métagabbros ont atteint le faciès des éclogites,
dont la densité atteint 3,5. Ainsi, la subduction de la lithosphère océanique est responsable d'une augmentation des densités des roches et cela va créer une traction gravitaire. Donc on l'a vu, cette augmentation de densité est due à un métamorphisme hydrothermal puis un métamorphisme de déshydratation. Et cette eau va percoler à l'intérieur de la lithosphère continentale qui arrive. Or l'eau, en percolant dans la péridotite rigide du manteau sous-jacent à la lithosphère océanique qui s'enfonce, va provoquer l'hydratation de celle-ci. On parle de métasomatisation. On peut se demander quelle est la conséquence de cette hydratation. Eh bien reprenons le diagramme de phase de la péridotite. La péridotite peut se présenter sous trois formes, solide, solide et liquide, ou liquide. Mais voilà, si le solidus correspond à l'ensemble des conditions pression-température qui permettent à la péridotite de passer en fusion partielle quand elle est anhydre, c'est-à-dire sans eau, ce solidus n'est pas du tout le même quand la péridotite est hydratée. En effet, la présence d'eau dans la roche va abaisser le point de fusion. Exactement vous, quand vous voulez faire du caramel. Vous mettez du sucre dans votre casserole, vous rajoutez un tout petit peu d'eau et ça fond plus vite. Or, si je regarde la position du géotherme ici en rouge sous une zone de subduction, qu'est-ce que je peux constater? Qu'environ à 100 km de profondeur, le géotherme recoupe le solidus hydraté, ce qui veut dire que vers 100 km de profondeur, nous avons fusion. Or, la zone de métasomatisation ne se trouve pas à 100 km de profondeur, mais juste sous la racine crustale du continent, ce qui veut dire donc qu'elle ne peut pas fondre. La seule explication serait qu'il existe dans le manteau lithosphérique sous-jacent un courant de convection créé par l'enfoncement de la lithosphère océanique. À ce moment-là, la péridotite hydratée est entraînée plus en profondeur, elle va recouper l'isotherme 1000 degrés, elle va arriver à 150 km de profondeur et nous aurons alors fusion partielle. Et nous allons donc avoir mis en place d'un magma mantélique. Ce magma va remonter et rentrer dans la croûte continentale. Mais comme la croûte est très épaisse, jusqu'à 70 km, il ne va pas pouvoir la traverser directement pour s'évacuer en surface. Ce magma étant issu d'une péridotite hydratée, donnera des roches qui seront différentes de celles obtenues au niveau d'une dorsale. Si on regarde la composition minéralogique des roches magmatiques les plus communes, on voit que les péridotites sont constituées de pyroxène et d'olivine. Les gabbros, qui résultent de la fusion partielle d'une péridotite mantélique, sont constitués de feldspath, de pyroxène, d'un petit peu d'amphibole et d'un tout petit peu d'olivine. Le magma à l'origine d'un gabbro peut être à l'origine d'un basalte s'il n'est pas stocké en profondeur. Et voilà. Les roches que nous rencontrons dans les zones de subduction sont des diorites, des granodiorites et des granites. Et vous voyez qu'elles ne possèdent pas les mêmes proportions en minéraux. Ces roches sont des roches de nature acide car elles sont très riches en silice. Le magma qui les produit est très visqueux en raison justement de cette forte teneur en silice. Si on étudie de plus près la composition chimique de ces roches, on s'aperçoit qu'elles contiennent des minéraux hydratés. Et cela nous donne la preuve que le magma à l'origine de ce pluton n'est pas un magma issu de la fusion de la péridotite du manteau lithosphérique sous la croûte continentale, mais un magma issu d'une péridotite hydratée par l'eau apportée par la déshydratation de la lithosphère océanique plongeante. Ainsi donc, ce magma mantélique hydraté va remonter, il va former ce qu'on appelle un pluton, c'est-à-dire une masse de magma qui va refroidir lentement en profondeur et donner une roche grenue, comme par exemple de la diorite ou de la granodiorite. Et si par hasard, au moment du processus, il y a contamination, c'est-à-dire que la croûte qui se trouve autour de la masse de magma va fondre sous l'effet de la chaleur et va produire un liquide qui se mélange au magma arrivant, nous allons avoir une composition chimique différente et cela va donner une syénite. Le magma donc qui est rentré dans la croûte continentale peut se retrouver bloqué quelque temps, il va amorcer une cristallisation, mais cette cristallisation ne sera pas complète. Il va y avoir un liquide résiduel, c'est-à-dire le reste du magma constitué des éléments chimiques qui n'ont pas cristallisé, donc un magma de nature différente de celui qui a donné naissance à cette roche, et ce magma va donc continuer de remonter. Ce liquide résiduel a pu continuer de progresser, amorcer une deuxième cristallisation, mais incomplète, avoir un nouveau liquide résiduel qui lui aussi va migrer jusqu'à former des plutons de granit. Et ces plutons de granit peuvent être mis à l'affleurement par les mécanismes de l'érosion. Ce magma peut également traverser l'ensemble de la croûte continentale. Au cours de son trajet, il peut être contaminé. Il va également peut-être subir une petite cristallisation fractionnée et commencer à se différencier. En tout état de cause, en arrivant au sommet de la croûte continentale, ce magma est enrichi en silice. Il va s'accumuler dans une chambre magmatique et comme il est très riche en silice,
il est très visqueux, il va avoir du mal à s'écouler. Il va former ce qu'on appelle un dôme qui explosera régulièrement. Pourquoi? Parce que les gaz ont du mal à s'échapper. Donc on va observer lors d'une éruption explosive des panaches de cendres, des projections, et au moment de la principale explosion, ce qu'on appelle une nuée ardente, c'est-à-dire une masse de gaz et de débris chauds qui peuvent dévaler les pentes entre 200 et 600 km/h. Et en fonction du taux de silice contenu dans le magma, nous pouvons obtenir une andésite, l'équivalent microlithique de la diorite. Nous pouvons obtenir de la rhyolite, l'équivalent microlithique du granit. Nous pouvons également obtenir du trachyte, l'équivalent microlithique de la syénite, s'il y a eu énormément de contamination. La différence de couleur de ces roches peut s'expliquer par leur teneur en silice. Plus elles en possèdent, plus elles sont claires. Ainsi maintenant, vous aurez compris la répartition des volcans explosifs sur la planète. Ils se trouvent toujours à l'aplomb d'une zone de subduction. Si on plonge à la verticale sous ces volcans, on croise toujours la plaque plongeante à 150 km de profondeur. Dernière précision, ces zones de volcanisme explosif sont également des zones qui sont soumises régulièrement à des séismes. En effet, ces séismes ont pour origine le frottement de la lithosphère plongeante contre la lithosphère sous-jacente. Nous avons travaillé ici dans le cas où nous avions une lithosphère océanique qui rencontrait une lithosphère continentale. Mais imaginez maintenant que sur cette lithosphère océanique, il y ait un continent. Ça finit par faire un accident que l'on appelle une collision. Mais ça, on le verra dans la vidéo suivante. Bye bye!